Alors, Yves Bastier, vous êtes également, depuis pas mal de temps aussi, président de la Fédération des chasseurs de l'Aude. Eh oui. Alors, les chasseurs, on en parle souvent au moment de l'ouverture, puis on en parle de temps en temps, puis après on l'oublie un petit peu, puis ça ressort parce que les chasseurs se heurtent aux écologistes. Enfin, c'est de l'histoire classique et archi-classique. Les chasseurs dans l'Aude, dans un département quand même relativement rural, avec la géographie que l'on connaît, c'est quand même important. Combien de membres? Nous sommes la première structure départementale avec 13 000 adhérents. 13 000 adhérents. 13 000 adhérents, et sans compter, pareil, les activités que nous faisons hors chasse, la fédération, puisque c'est la fédération départementale de chasse et de la nature, puisque nous sommes une association, quoi qu'on en dise, agréée environnementale, et ça nous permet d'avoir des actions de la fédération pour la nature et pour la chasse également. Donc on est au-delà, bien au-delà des 13 000 adhérents. Et alors vous dites pour la nature, comment se fait-il que très très souvent on oppose ou s'oppose entre eux, les chasseurs et les écologistes? Il y a des intégristes partout, il y a des intégristes écologistes que je pratique entre guillemets régulièrement, et puis il y a des chasseurs aussi qui sont des intégristes. Le but c'est de faire évoluer la mentalité pour qu'on pratique aujourd'hui notre loisir sur le département. On a des obligations, il faut savoir qu'on a des délégations de services publics, notamment en matière de régulation de population de grand gibier, puisque nous sommes les seuls à les payer. Alors souvent, oui, on va revenir sur le cas du sanglier qui est vraiment un cas important. C'est pour ça que souvent j'ai des mots un peu durs, parce que généralement ceux qui payent, il faudrait quand même les écouter. Et ceux qui nous disent il faut faire que ou il y a qu'à, ceux-là, ils ont qu'à mettre la main avec nous à la poche ou venir faire ce que l'on fait régulièrement sur l'ensemble du département, puisqu'on est présent sur toutes les communes. C'est l'entretien des chemins et l'entretien de la forêt. Il y a de moins en moins d'agriculteurs, notamment dans des corbières, dans la montagne noire, qui entretient aujourd'hui ces espaces qui sont envahis par la broussaille, etc. C'est nous, c'est pas les écolos. Donc moi, les écolos, je les critique pas, et c'est leur engagement. Ils ont leur loisir aussi, mais moi, je les embête pas, qu'ils viennent pas nous embêter. La surface du département, elle est suffisamment grande pour que tout le monde en profite. On a d'ailleurs des conventions avec les randonneurs, avec les cyclistes, etc., les fédérations départementales. Je vois pas pourquoi certaines fédérations départementales veulent supprimer la chasse, puisque de toute façon, la régulation du gros gibier, c'est pas eux qui peuvent la faire. Oui, à propos de ça, oui, juste un mot, Michel. Vous avez un effectif de combien, en fait, Yves, pour faire tout ce travail-là que vous venez rapidement d'exposer? Pardon? Combien d'effectifs, combien de personnel avez-vous dans cette fédération? Actuellement, la fédération, il y a une trentaine de personnes. Une trentaine de personnes. Oui, qui œuvrent toute l'année. Oui, salariés permanents, dont la moitié, ce sont des personnels fédération chasse. Et l'autre moitié, c'est la fédération. On a un bureau d'études, donc qui fait les études environnementales. Puisque souvent des associations font des études, mais ils n'ont pas de spécialistes. Nous, on a des spécialistes, on est techniciens, ils sont formés pour ça. Donc aujourd'hui, on a une quinzaine de personnes qui travaillent sur la partie environnementale sur le département. Alors, à propos justement de cette guéguerre continuelle, vous avez probablement suivi il n'y a pas très longtemps la mésaventure de notre député qui s'est hasardé dans un tweet en disant, en opposant, sans le vouloir probablement, les gens qui font du VTT, donc les randonneurs ou les VTTistes, peu importe, et les chasseurs. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? La violence qui a suivi, alors évidemment, c'était, comme on le disait tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, entre guillemets. Moi, je pense qu'Alain Périal, qui est un chasseur d'ailleurs, et qui fait avancer l'idée de la chasse au niveau national, puisque il y a la chasse du Nord et la chasse du Sud. Exactement. C'est pas du tout pareil. Il s'est pris les pieds avec les réseaux sociaux, parce que lui, il est peut-être plus que moi, il est plus jeune, donc moi, j'y vais pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire, quoi. On est accusé de tout et de rien. J'en sais quelque chose sur le plan personnel, et notamment au niveau de la mairie, en tant que maire ou en tant que président de la chasse, on est menacé même de mort au niveau de la chasse, sans problème. Enfin, moi, j'en rigole, parce que souvent, les types qui nous menacent, ils passeraient pas le portail de la fédération. Mais aujourd'hui, ces réseaux sociaux ne permettent pas
le dialogue nécessaire dans un département comme le nôtre, rural, en difficulté, qui nécessite le débat permanent pour que les choses avancent. Moi, je suis très ferme, vous me connaissez depuis longtemps, sur mes positions. Je défends pourquoi je suis élu, mais je suis très ferme avec les gens qui sont bêtes et inintelligents, malheureusement il y en a, mais par contre avec les gens, la grosse majorité de gens qui veulent discuter, et je le disais tout à l'heure, nous avec les VTTistes ou les sentiers de randonnée, les etc. Oui. Toutes les associations départementales, on travaille avec eux pour avoir une utilisation intelligente du territoire, quoi. Et il faut quand même savoir qu'il y a 80% du territoire qui est inoccupé et on voit jamais personne. Voilà, donc s'il y a des fois des conflits, c'est sur 2 ou 3 secteurs sur le département. Il suffit de se mettre autour d'une table avec le maire concerné, on trouve une solution. Alors vous disiez tout à l'heure, Yves Bastier, finalement c'est ceux qui payent qui défendent l'environnement. À propos de payer, le prix du permis a été revu récemment. Il semblerait, alors certains disent, je dis bien certains, je cite, que M. Macron est très favorable aux chasseurs. Est-ce que c'est votre impression? Moi je suis qu'un petit maire de Salelles, donc je sais pas trop ce qui se passe là-haut. Moi ce que je dis c'est que c'est une grosse erreur. De vouloir le prix national du permis c'était 400 €. Il a voulu dire on va passer à 200 € sous pression du président de la Fédération nationale et il y aura un peu plus de chasseurs, il y aura un peu plus de jeunes. Franchement, je pense pas que ça soit à 100 € près qu'on va faire venir les jeunes. C'est une histoire aujourd'hui, la société elle est comme ça. Les jeunes ils sont pas tournés forcément vers la chasse. Quand vous êtes en couple, la femme va pas forcément accepter que le gars il parte tous les dimanches à la chasse, etc., etc. Donc aujourd'hui et surtout celui qui chasse la chasse, ça coûte cher. En équipement. Un fusil, un chien, faire manger les chiens, etc., etc. Donc aujourd'hui, la problématique, c'est que rabaisser le timbre à 200 €, ça peut créer la disparition des fédérations départementales, parce que bon, il y a le mécanique après un peu compliqué, je ne vais pas vous lasser avec ça, mais aujourd'hui, c'est la valeur du timbre du permis chasseur grand gibier dans l'Aude à 200 €. Donc si demain on fait un permis national à 200 €, et si beaucoup de chasseurs prennent ce permis national, on n'a eu aucune retombée, et nous on va perdre des recettes, et comment on va faire pour payer les dégâts grand gibier? Voilà. Oui. Alors au départ j'étais le seul à m'opposer à cette réforme, on est quelques-uns à s'opposer à cette réforme au niveau national. C'est sûr que quand vous êtes dans les zones du nord de la France, et en particulier celle du président, où vous prenez les permis à 2 ou 3 000 €, c'est sûr, comme si on vous demande de payer 100 € de plus, c'est pas un problème. Voilà, chez nous, c'est bien plus cher. Les bourses ne sont pas les mêmes. Les retraites ne sont pas les mêmes non plus. Voilà. Oui, un mot, Michel, là-dessus. Oui, mais dites-moi, Président, les dégâts des grands gibiers. Alors, dans les communes. Voilà, on y arrive. Pourquoi les communes, en fait, ne participeraient-elles pas, effectivement, au financement de cette élimination de ce mais plus de gibier qui la loi aujourd'hui, elle est faite de telle façon que les dégâts aujourd'hui de cervidés et de sangliers sont exclusivement à la charge des fédérations départementales. Mais c'est complètement, ça fait des années que je le dénonce. Moi, j'ai fait un rapport, il y a encore la semaine dernière que je donnais à l'Impéria, puisqu'il préside le groupe chasse au niveau de l'Assemblée nationale, et je dis, c'est comme une partie du monde agricole qui doit payer quelque chose. C'est comme si vous aviez une assurance, vous sollicitez une assurance, mais en amont, vous payez pas, vous payez rien. Moi, je rappelais la semaine dernière à mes collègues de la mairie que quand vous prenez votre taxe foncière, par exemple, vous payez, vous avez une cotisation à la chambre d'agriculture. Alors que je suis pas agriculteur, mais si vous avez le moins de terrain, vous payez pour la chambre d'agriculture. Je pense qu'un jour il faudra, et puis le jour où il n'y a plus de chasseurs, on fait comment? Qui c'est qui va les payer? Donc je veux dire, aujourd'hui, il faut arrêter de charger la barque c'est bien joli la barque d'ailleurs, de charger la barque au niveau des chasseurs, parce qu'un jour ou l'autre, on va arriver à un conflit, parce qu'il y aura ce problème d'argent qui sera imminent. Oui. Donc finalement, c'était pas judicieux de revoir ce prix. Si vous voulez le revoir, il fallait si vous voulez faire un effet d'annonce, on fait beaucoup d'effets d'annonce, vous savez, c'est les lunettes à zéro, le permis qui diminue, etc., etc. À la sortie, qui va payer?
C'est pas le problème de fond, en fait, du financement, effectivement, de ce type de gestion du gibier. Nous, on a, pourquoi pas un jour on va payer le dégât des loups, pourquoi on va pas payer un jour le dégât aux ours, pourquoi on va pas, et pourquoi nous? Voilà, pourquoi que nous? Oui, donc voilà, une anomalie que vous soulignez depuis longtemps. Et je regrette quand même qu'au niveau national, ceux qui ont inventé cette formule ne tapent pas sur la table et de manière importante pour se faire entendre sur ce dossier-là. Oui. Alors Yves Bastier, pour conclure, une chose spectaculaire concernant justement la chasse dans l'Aude, c'est les sangliers. Régulièrement, on entend parler de dégâts de sangliers, de voitures qui ont heurté des sangliers, de battues organisées par vous, j'imagine, par les chasseurs. Oui, bien sûr, oui. Pas plus tard qu'il y a quelques jours dans la presse, je crois que Saint-Marcel, voilà, on faisait état d'une battue. Alors là encore, il y a parfois une incompréhension du citoyen moyen qui n'apprécie pas. Alors expliquez à quoi servent ces fameuses battues. Par exemple, les battues qui sont organisées chez nous, enfin, je veux dire, le sanglier n'a rien à faire chez nous. Dans la plaine, vous voulez dire. Voilà, dans l'Arbonnaise, il a rien à faire là. Bon, mais le sanglier, c'est une bête très intelligente et elle se met là où il y a des refuges. Donc, en bordure de route, d'autoroute, à Saint-Marcel, c'était au bord de la Cesse ou de l'Aude pour se réfugier, là où ils sont pas chassés. Et après, ça crée des dégâts. Et vous l'avez dit, ça crée des problèmes au niveau des voitures. Donc, on doit réguler le sanglier. Il faut savoir que la moyenne des dernières années sur le département, c'est entre 15 et 20 000 sangliers qui sont éliminés chaque année. Chaque année, entre 15 et 20 000 sangliers. Et il en reste, on en voit encore plus. L'âge des chasseurs diminue, le nombre de chasseurs diminue, même si c'est pas spectaculaire. Donc, voilà, la problématique, on va faire quoi? Donc, les gens, il faut qu'ils comprennent qu'on a l'obligation de réguler le sanglier, et on a l'obligation de payer les dégâts. Donc ceux qui veulent faire avec nous ou faire différemment, eh bien, ils ont qu'à venir avec nous. Il y a encore l'année dernière, encore cette année, on a fait une session gratuite pour que les agriculteurs qui ne sont plus chasseurs, à l'époque tous les agriculteurs étaient chasseurs, maintenant il y en a de moins en moins, mais passent leur permis pour qu'eux-mêmes puissent participer à la régulation du sanglier. Donc on essaye un maximum de choses pour réguler la problématique du sanglier. Alors, il faut savoir que la personne qui se fait percuter par un sanglier en voiture, si c'est dans le cadre de l'organisation d'une battue, elle peut demander l'indemnisation. Si c'est un sanglier qui se promène, elle va le percuter. Ben ça c'est comme si elle percutait un chien. Voilà, ça il faut qu'elle soit tout risque, sinon c'est à sa charge. Voilà. Mais en tout cas, merci pour toutes ces précisions. Avec grand plaisir. Toutes ces précisions, et on retiendra avec 15 à 20 000 par an, sangliers. Oui. Beaucoup d'auditeurs ignoraient un tel chiffre, j'imagine, et ignoraient la hauteur de ce phénomène et les conséquences. Et 400 000 euros de dégâts. Oui, voilà. Bien, la semaine prochaine, suite, alors logique, je ne sais pas, nous recevrons Marie Zarditi, justement, on parlera pas forcément de sanglier, mais en tout cas d'écologie. Merci en tout cas d'être resté à notre écoute, et à la semaine prochaine. Merci.